Dans cet épisode de C'est dans ta tête. Oui, il va y en avoir des gens qui sont capables de faire 20 dossiers et d'autres qui vont faire 15. Mais peut-être que celui qui fait 15, la qualité est meilleure. Peut-être celui qui fait 15 a des compétences que celui qui fait 20 n'a pas. Et qu'on peut imaginer on peut faire des transférences entre les deux. Donc, il faut, d'une certaine manière, avoir la conscience que nous sommes tous différents et qu'on va travailler différemment. Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec chez Appalaches. Comme vous avez pu peut-être le remarquer, c'était pas moi derrière le micro au dernier épisode. Je vous annonce que pour ma part, c'est un épisode un peu spécial parce que c'est mon dernier en tant qu'animatrice ici. Fait que c'est pour ça là, que j'ai pris vraiment le temps, peut-être un peu plus que d'habitude, devrais-je dire, pour profiter pleinement de ce moment-là avec vous. Donc, c'est avec Myriam que vous avez connu justement au dernier épisode qui prendra le relais. Mais rassurez-vous, on ne perd pas contact, on va sûrement se croiser ailleurs, que ce soit sur le web ou en personne. Donc, je voulais vous remercier vraiment chaleureusement pour tous les beaux moments qu'on a pu partager ensemble. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Bon, bonjour tout le monde. Me voici en compagnie de Monsieur Angelo Suarez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de vous, de votre parcours, de vous présenter aussi pour qu'on découvre ce qui vous a poussé à vous intéresser à la question du bien-être au travail? Bon, je suis un sociologue du travail. Euh, Toute ma vie, mon intérêt, c'est la question du travail, comment les gens travaillent et comment malheureusement le travail peut rendre les gens malades Mhm. et comment on peut prévenir que ça arrive parce que ce n'est pas quelque chose qui est une fatalité. Au contraire, dans toutes mes recherches, mon but toujours en arrière de ma tête, c'est comment on fait pour prévenir ces genres de situations au travail. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait depuis toujours, dans différents métiers, différents types de travail, mais surtout dans les travails, les emplois qui existent dans le secteur de service. OK. Parce que quand j'ai commencé dans les années 80, il y avait très peu de recherches sur les secteurs de services. Toutes les recherches étaient un peu concentrées sur les travails industriels. Et c'est pour cette raison que moi, je me suis intéressé par les services et j'ai commencé à faire mes recherches euh, dans ce secteur-là et j'ai toujours resté en train de le faire. OK. Puis, quand on était en pré-entrevue aussi, vous m'avez souligné l'importance des pauses, tu sais, au travail. Ce serait quoi les types de pauses que vous recommandez pour mieux se ressourcer au travail, puis pourquoi ils sont essentiels à notre bien-être? C'est que les gens sont de plus en plus un peu confrontés avec un contexte de travail qui les pousse à des stratégies qui ne sont pas très saines, soit pour la santé physique, soit pour la santé mentale. Il les pose, c'est une de ces stratégies très importantes, soit pour la santé physique, si je pense aux troubles musculo-squelettiques, Mhm. et pour la santé mentale, si je pense à tous les problèmes qu'on peut développer, d'épuisement professionnel, de détresse. Donc, c'est très, très important de faire des pauses. Euh, donc, les problèmes, c'est qu'aujourd'hui, avec la surcharge de travail que les gens ont, une des premières choses qu'ils vont faire, c'est de couper les pauses. Parce que la logique est, si je veux partir d'ici à 5 heures, je Ouais. ne veux pas arrêter, je ferai pas mes pauses. Parce que sinon, j'ai tellement de travail que je n'arriverai pas à arriver ici à l'heure. Et ne pas sortir à l'heure,
il y a aussi des implications pour l'individu. Je dois chercher mes enfants dans la garderie, je dois aller préparer les soupers, je dois faire ma vie, concilier ma vie hors travail Mhm. avec la vie au travail. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens essaient d'adopter des stratégies pour, d'une certaine Pour manière, compenser. Mm. rentrer tous les travaux que j'ai à faire dans les temps qui est en temps limité. Je dois rentrer tous ces travaux-là. Et sans se rendre compte que les problèmes, c'est qu'il y en a trop. Peut-être que cette logique que les entreprises utilisent depuis les années 80, 90, de faire plus avec moins, ça n'a pas de sens Mm. parce que les gens vont être comprimés dans leur temps en sautant toutes sortes de pauses. Les pauses qu'ils doivent faire dans quelques moments, ou des pauses pour manger, ou encore des pauses juste pour penser à la vie. Il Mhm. faut avoir ces pauses. Toutes ces pauses sont pas des pauses improductives. Les gens pensent que si je ne suis pas en train de travailler, c'est improductif. Non, parce que on ne peut pas être comme ça tout le temps. Nous sommes comme ça. Il y a des hauts et des bas. Donc, quand je prends une petite pause parce que je suis fatigué et que je pense un peu à quelque chose, cette pause-là, elle me fait revenir, de me donne un peu plus d'énergie, continuer à travailler. Sinon, je vais toujours dans une chute vers un épuisement. Puis comment qu'on fait justement pour, tu sais, en prendre une, tu sais, de passer à l'action parce qu'il y en a pour beaucoup qui se disent, oui, faudrait, le fameux faudrait, mais tu sais, de vraiment le faire, là, de se mettre en action. Ça serait C'est quoi, qui, mettons? c'est qui, je ne vois pas de solution individuelle pour ces problèmes. Ça, OK. c'était un problème collectif qui a Mhm. été créé et qui, si on essaye de régler un problème collectif avec des stratégies individuelles, on, on va échouer. Ouais. Donc, c'est pas un problème que je suis capable de régler individuellement. Parce que si j'arrive, la solution, c'est de dire à ton employeur, je n'ai trop et je ne suis pas capable, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'une autre personne pour partager la charge de travail que j'ai. La réponse probablement sera, bon, si vous n'êtes pas capable, il y a d'autres qui vont le faire. Mm. Et ils vont pas reconnaître. C'est très, très mauvais comme gestion. C'est très mauvais comme philosophie de gestion. C'est de ne pas reconnaître que nous employons des êtres humains et que les êtres humains ne fonctionnent pas comme une machine. C'est pas comme un robot. Ils ont besoin j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de faire pipi, j'ai besoin de manger. Ce sont des besoins, des bases qu'un individu il possède. Donc, si je suis en train de comprimer tout ça et que j'essaie de faire que tous les temps que la personne soit au travail, ce soit un temps de travail, je ne comprends pas comment ça fonctionne, l'être humain, la fatigue humaine. Ouais. Si- Je Il y suis en en train a, de presser les citrons. ouais. Et Puis il y en a là, plusieurs qui peuvent dire, ben, prends-la, tu sais, on a des 15 minutes destinées à ça, on a 1 heure de dîner destiné à ça, mais, tu sais, entre le, ben oui, c'est dans les conditions, tu as le droit, mais entre tu as le droit, puis tu as vraiment l'occasion, justement par la surcharge, tu sais, il y a comme une incohérence, là. non, si vous en avez le droit de prendre des pauses, prenez-les. Et la question est-ce qu'il y aura des représailles? OK. Est-ce que les gens vont dire, mais vous n'avez pas fini votre travail? Oui, mais j'ai pris mes pauses. Mhm. Hein? C'est pour ça, c'est un problème collectif. Donc, tout le monde devrait se unir autour de cette question de la pause dans les milieux de travail et ensemble prendre leur pause pour que les gens comprennent que non, je peux pas travailler, je peux pas comprimer plus que je suis comprimé. Mm. C'est trop. Et ces sources-là, quand je les prends,
Je ne dois pas prendre ça avec une certaine culpabilité. Les gens doivent comprendre que les moments de loisir, les pauses, les repas sont des moments où je suis en train de me ressourcer. Je suis en train de remplir mes batteries Hmm. pour que je puisse continuer à travailler, pour que je puisse continuer à être productif, pour que je puisse trouver du sens dans ce que je suis en train de faire. Mhm. Parce que sinon, je commence à ne plus voir de sens dans ce que je suis en train de faire. Et pire encore, je peux commencer à ne plus avoir, ne pas avoir du sens dans la vie que j'amène parce que j'ai fait une vie qui perd tous les sens. Ouais, Parce que comme je un n'ai pas de robot. temps de loisir, je n'ai pas de temps de arrêter, je n'ai pas de temps de lire, je n'ai pas de temps de me ressourcer. Donc, c'est comme si j'étais presque un légume. Ouais, ouais, ouais. Puis comment le travail, sinon, pour d'autres raisons, affecte nos sources de ressourcement personnel, puis pourquoi c'est important d'individualiser ces stratégies-là de bien-être? Euh, la question, elle est intéressante. Euh, Quand on travaille, il faut comprendre que le travail il est essentiel dans la vie des gens. Hmm. Il y a une centralité du travail dans nos vies. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais depuis la révolution industrielle à aujourd'hui, nous avons cette centralité du travail dans la vie des individus. Le travail peut autant structurer la vie de l'individu comme déstructurer la vie de l'individu. Peuvent être source de plaisir, peuvent être source de souffrance. Ouais. Il n'y a pas un qui soit juste plaisir ou juste souffrance. Tout ça, c'est ensemble. OK? Donc, comment on peut, d'une certaine manière, maximiser les plaisirs en tentant de minimiser la souffrance qu'on peut en avoir dans un travail. Donc ça, c'est très important. C'est cette quête d'une certaine équilibre dans la vie de l'individu. OK? Donc, je dis souvent que il y a quelqu'un qui une fois a posé une question à Freud, à savoir c'était quoi la santé. Et tout le monde s'attendait à une très grande conférence et Freud a répondu, une vie en santé, c'est une vie où il y a travail et amour. Point. Et c'est effectivement, c'est les balances entre ces deux dimensions de nos vies Hmm. qui est importante et qui, depuis les années 90, on voit qu'il y a de cette intensification du travail, de nouvelles formes de gestion du travail qui n'ont pas de sens, qui vont piétiner de plus en plus dans cet équilibre et OK. qui ne permettent pas les gens d'avoir des vies saines. Donc, c'est là un problème. Donc, le travail ne doit pas être comme ça. Il peut être fait ailleurs d'une autre manière. Et, donc, on peut le changer. Mais moi, je pense toujours qu'on peut le changer ensemble. Individuellement, c'est beaucoup plus difficile. Hmm. Hein? Pas impossible, mais beaucoup plus difficile. C'est comme j'ai dit, un problème collectif qui doit avoir des solutions collectives, non des recherches individuelles. Bon, ceci dit, quand on parle des problèmes de santé mentale, parce que moi, je suis pas très favorable à parler de bien-être, parce que le bien-être, ce n'est pas les problèmes de santé mentale, c'est pas équivalent et ne c'est pas opposé non plus. Et moi, je suis beaucoup plus concentré sur les problèmes que les gens peuvent en avoir au travail et comment on peut le prévenir. Et Mhm. là-dessus, nous avons trois niveaux de prévention. OK. Nous avons au niveau primaire. C'est-à-dire, je change la source du problème. Je vais aller à l'organisation du travail. Je vais regarder les contextes de travail que les gens vivent. Je veux voir les méthodes de gestion qui existent, la philosophie de gestion qui est utilisée. Donc là, je suis en train d'y aller à la source du problème et d'échanger à la source. La prévention secondaire, on essaye d'individualiser les problèmes et regarder l'individu et essayer d'outiller la personne à être plus résistante, résiliente, plus être capable d'encaisser plus. Mais il y a une limite Hmm. parce on peut pas être des Superman, Superwoman qui vont être capables d'être très résilientes. C'est pas vrai.
Dans une autre conférence, Freud compare l'être humain avec un verre de cristal. C'est une très belle métaphore. Parce que si on regarde les verres de cristal, ils sont tous semblables. Il y a les mêmes dessins, les mêmes matériels. Ça sert à prendre de l'eau, du vin, ça dépend de ce que vous buvez. Donc, c'est un verre de cristal. Par contre, si on prend un microscope très puissant et on va regarder ce verre d'une manière très proche, on va se rendre compte que chaque verre, il est unique. Il y a des impuretés, il y a des tensions dans la fabrication de ces verres. Il y a, d'une certaine manière, une unicité dans ces verres-là, que si on laisse tomber par un Mm. accident, ils vont jamais se casser de la même manière. Exact. Problème, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes ces méthodes de gestion, organisation du travail, organisation du temps de travail, cette quantité de temps que les gens doivent travailler, nous sommes en train de prendre notre verre ici par la base et frapper avec toute force dans les coins de la table. Si on regarde les morceaux, ils sont tous différents, Mm. mais concrètement, on a cassé tous nos verres. Donc, c'est là les problèmes. Il faut pas casser les verres. Les gens dans les années 80, 80, des 90, début des années 2000, s'en souciaient pas du problème. Ils disaient, ben, vous comprenez, bon, on est cassé, je peux aller prendre un autre. C'était les stratégies que j'appelais à l'époque les stratégies du travailleur Kleenex. Tu prends un dans la boîte, tu utilises jusqu'au bout, et là tu jettes dans la poubelle, quand il n'est plus bien. OK? Mais aujourd'hui, la boîte, elle est vide, ou presque vide. Ce que les gens disent, c'est la pénurie de la main-d'œuvre. Donc, on ne peut plus utiliser ce genre de stratégie parce qu'il n'y aura plus de gens pour travailler pour nous ou dans notre organisation. Parce que si notre organisation est étiquetée comme étant toxique, ou je n'ai pas de temps pour absolument faire, je suis sous-chargé, je suis épuisé, burn-out, tout ça, qui va vouloir travailler dans ce domaine? Mm, mm. Donc, quand nous avons des pénuries de la main-d'œuvre aujourd'hui, il faut comprendre que cette pénurie, elle a été construite au fil du temps. Aujourd'hui, c'est la conséquence. Donc, il faut ré- refaire notre devoir pour défaire tout ce que nous avons fait depuis les années 90 en termes de gestion, qui était mauvaise. Pas tout le monde, parce qu'il y a des organisations qui font autrement, et quand ils font autrement, ils font beaucoup de profits. Mm, Et ils sont ils n'ont pas de pénurie de la main-d'œuvre, ils ont beaucoup de gens qui travaillent pour eux, donc tout va très bien. mm. Donc il faut agir dans la prévention primaire. Parce que, autrefois, depuis les années 80, on investit énormément dans les préventions secondaires. Et on va dire aux gens, fais du yoga, fais de la conscience pleine, fais prenez des marches, des oméga Ouais. 3, du magnésium. Ils donnent plein de recettes qui je ne suis pas personnellement contre. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne va pas prévenir les problèmes. Mm. Il va agir peut-être pour aider la personne pendant un certain bout de temps, mais elle va finir par être cassée. C'est ça, la Donc, source n'est pas réglée. parce que la source n'est pas réglée. C'est comme si la personne avait une grosse infection de la gorge et qu'elle prenait du Tylenol. Ça Ouais. va pas passer. On va se sentir un peu mieux. Parce que quand on a une mauvaise infection dans la gorge, que nous avons la fièvre, les Tylenol, moi aussi je veux. Oui, je prends parce que je ne veux pas me sentir misérable. Par contre, je suis conscient que juste les Tylenol ne va pas finir avec l'infection. Et pour finir avec l'infection, c'est les stratégies primaires. Mm. Parce que, en plus, ces stratégies secondaires visent l'individu, culpabilisent l'individu. Parce qu'ils vont dire, ah,
vous devez faire euh, un programme de gestion du stress. Très bien. Je suis mon programme de gestion du stress. Mais je ne suis pas capable d'appliquer les stratégies que les Ouais, gens me je disent, suis encore les outils, stressée. parce que la contrainte du travail, la charge, tout Hmm, m'empêche de fonctionner, de mettre ces stratégies en place. Donc, l'individu, quand il va être malade, il va dire, ah, c'est de ma faute. J'aurais dû dire non. J'aurais dû faire autrement. J'aurais dû faire plus du yoga. Mais vous comprenez, c'est pas vous. hmm, C'est les contextes qui vous demandent quelque chose qui dépasse les ressources que vous pouvez en avoir. Ça dépasse vos compétences. Donc, ça dépasse vos limites. Donc, il faut absolument trouver un moyen pour prendre du temps, pour se ressourcer, pour être capable mais tout en regardant la source du problème. hmm, Il faut changer la méthode de gestion pour que les gens puissent avoir le temps de se ressourcer. hmm. Et ne venez pas me dire que c'est pas possible parce qu'il y a des entreprises qui le font. Et quand ils le font beaucoup d'argent. Donc, c'est pas non plus par charité, au bénévolat, Hmm. ou parce qu'ils sont humanistes, rien. C'est parce que c'est démontré que quand on prend soin des employés en tant qu'êtres humains et qu'on respecte leurs besoins, ils vont être plus productifs. C'est ça. Puis, tu sais, il y a prendre soin, puis, tu sais, il y a comme prendre soin, puis prendre soin, là. Il y en a qui vont dire je prends soin, mais c'est comme très de façade, c'est pas vraiment profondément ancré, ou en tout cas, c'est ça. Des fois, Et c'est les niveaux secondaires. Je ouais. prends soin, je me rappelle une fois d'une entreprise qui, quand il y avait beaucoup, beaucoup de gens en épuisement professionnel, et quand je suis rentré, je suis arrivé au 18e étage, je me rappelle très bien, là, il y avait la porte de l'ascenseur ouvre, le monsieur de santé et sécurité qui était avec moi, il dit, vous voyez, monsieur Suarez, on prend soin de notre monde. Ici, il y a les paniers des fruits, les gens peuvent prendre une banane, une orange, une pomme pour manger plus santé. Je peux pas être contre ça. C'est vrai, c'est bien de donner, les gens peuvent avoir un fruit, c'est santé, excellent. Les problèmes résident dans les faits de penser que cette stratégie va empêcher l'épuisement. Non, c'est ça. Non, je suis désolé. L'épuisement, c'est la charge de travail, les manques d'autonomie, les manques de reconnaissance, les dissonances que les gens peuvent en avoir entre mes valeurs personnelles et les valeurs de l'organisation. Quand l'organisation me demande de faire des choses qui vont contre ma façon de penser, donc, Mhm. comme j'oblige des enseignants à faire un enseignement qui a moins de qualité, parce que il y en a moins de ressources, il n'y a pas de budget, il n'y a pas assez de gens pour travailler. Les enfants, les salles sont sous-chargées des enfants, et je ne peux pas donner l'attention que je pense qu'il fallait donner pour chaque élève. Je suis en train d'épuiser un enseignant. Et l'effet, c'est qu'ils probablement, ou bien vont être épuisés, sortir dans un congé de maladie, ou bien vont partir. Ils vont Ouais. réorienter leur carrière. Et l'année après, ils savent pas pourquoi qu'il y a pénurie de la main-d'œuvre. Mhm. Puis, comment qu'on réussit justement à réduire cette surcharge-là? Puis on vient de parler aussi du budget, parce que je fais rien que penser aussi à tous les organismes communautaires, tu sais, puis le rôle de la gestion, de la division du travail qui peut jouer, tu sais, dans comment mieux répartir la charge. Tu sais, on avait parlé en pré-entrevue des injustices aussi dans la division de la charge. Tu sais, puis chaque personne a une perception différente de la charge de travail parce que, comme on disait, on est des êtres humains, donc on perçoit tous de façon différente. Fait que, pouvez-vous justement nous parler un peu de ce côté-là? Laissez-moi vous parler d'une petite chose qui m'agace un peu.
Oui. C'est que quand les gens parlent de perception, généralement, ils utilisent les mots très éloignés de ce qui est la science. OK. Et monsieur, madame, tout le monde utilise perception pour disqualifier pour dire, non, il n'y a pas de surcharge de travail, c'est ta perception de l'affaire. Hmm. Donc, c'est pour disqualifier, pour dire ça n'existe pas. Mais ça, c'est c'est trop éloigné de ce qui est la réalité. La perception, c'est une lunette que nous posons pour regarder la vie. Donc, il y a un filtre que nous faisons. Et chaque personne va avoir une perception différente de absolument tout dans la vie. Et les gens doivent être conscients que cette perception, et elle est correcte. Et pour les comportements humains, c'est la dimension la plus importante parce que on va se comporter à partir de notre perception de la situation. Donc, et comme moi, je perçois la situation d'une manière X et l'autre perçoit d'une autre manière parce que la perception égocentrique, ça Hmm. passe par l'individu, mais ça passe aussi par mon histoire de vie, Exact. par, euh, par ma personnalité, ça passe par beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on voit les choses différemment. Donc, il faut que je sois conscient que oui, il y a des perceptions différentes, mais ce n'est pas pour disqualifier ce que l'autre vit. Et s'il me dit oui, pour moi, ça, je le perçois comme étant dépassant mes possibilités, et c'est bien correct, même si ma perception est différente, parce que je dois respecter comment l'autre perçoit la vie pour qu'il puisse aussi respecter ma façon de voir la vie. Sinon, ça va être du conflit tout le temps. Donc, euh, pour retourner à votre question de savoir comment on peut régler les problèmes, euh, c'est toujours la question que les gens posent. Il s'attend toujours que quelqu'un va lui donner la recette miracle. Hmm. On va dire, vous devez faire A, B, C. Et comme, bon, je suis un chercheur, donc je suis très illuminé, je veux le faire. Non, c'est faux. Il n'y a pas cette recette miracle. Donc, ma réponse, quand les gens me posent cette question, je dis, la réponse de vos problèmes est dans la tête des gens qui travaillent pour vous. Si vous êtes dans un groupe communautaire, si vous êtes dans une grande multinationale, dans une petite et moyenne entreprise, et que vous avez des problèmes, je peux vous garantir que vos employés, les gens qui travaillent pour vous, ils ont les réponses pour leurs problèmes. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Hmm. Donc, ce qu'il aide gestionnaires, ce que les chercheurs, ce que les gens qui sont en charge doivent faire, c'est d'avoir une bonne écoute. Je dois écouter. Ils vont me donner les pièces d'un casse-tête. Et moi, je vais Puis prendre ces pièces et je veux... c'est pas juste écouter avec les oreilles, mais avec les yeux aussi, là. Tu sais, des fois, il y a des comportements qu'on voit, tu sais, comme, c'est ça. C'est une écoute active. Il faut C'est ça. voir les choses aussi. Il faut pas faire... Oui, parce que là, on rentre dans l'aveuglement. Je peux vous donner Hmm. des exemples. Mais c'est comme... Il faut être à l'écoute. Et les gens vont vous donner des morceaux d'un casse-tête. Donc là, après, on va regarder ces morceaux. On va mettre ça ensemble. Et pour les gestionnaires, par exemple, comment je vais traduire ça dans une stratégie de gestion? Hmm. Comment je peux faire? Comment on peut régler ces problèmes? Les gens vont proposer des solutions. Donc, moi, je dois essayer de voir, bon, telle chose, je ne peux pas faire. Mais, par exemple, je n'ai pas de budget pour embaucher une autre personne. C'est correct. Mais, est-ce que je ne peux pas peut-être agir sur la reconnaissance, sur l'autonomie, sur les injustices de la division de la tâche? Donc, peut-être que je peux répartir la charge de travail d'une manière différente qui va donner une certaine, euh, Ouais, ouais. un certain En répit attendant. pour les gens. Oui, oui, en attendant. Hmm. Donc, il faut être transparent en disant, on va travailler ensemble parce que ce n'est pas mon problème. Hmm. C'est notre problème ici dans cette organisation. Hmm. Donc, c'est là que les gens doivent comprendre qu'il faut agir ensemble. Il n'y a pas un nous, eux, c'est ensemble qu'on on va trouver les solutions.
Et Mm. si quelqu'un vient et vous dit, vous devez faire A, B, C parce que moi, c'est comme, je serais très, très, très sceptique. Et je prends ça comme une petite goutte dans l'océan. OK? Mhm. Parce que c'est pas vraiment Mais vous me parlez tantôt de questions de regard, aussi de regarder, d'utiliser la vision. Absolument. Pourquoi? Parce que quand on est confronté à des situations qui, j'ai pas les compétences, je ne sais pas quoi faire, euh, il y a des conflits, il y a des choses, les gens ont tendance à fermer les yeux et penser que ça va passer. C'est un aveuglement volontaire. OK? Et ça, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Vous pouvez penser que ça va passer, ça va pas passer. Des conflits, les problèmes ne disparaissent pas par magie. On parle Il va plus au falloir faire niveau quelque chose. des employeurs, mettons, qui vont vouloir se fermer les yeux sur certains Tout le monde, problématiques ou OK. tout le monde peut fermer les yeux. Ouais. Ah, ça va passer. Là, c'est juste une phase. Non. Probablement, ça va empirer, ça va envenimer. Il faut agir pour changer la source du problème. Pas non plus parce que parfois, comme on n'est pas du tout tous conscients de ce qui est l'organisation du travail, les variables organisationnelles, c'est un langage que, bon, euh, les personnes, c'est plus facile d'individualiser, OK? Mm. Et de dire, ah, les problèmes, c'est Emmanuel. Parce que toi, tu existes devant la personne, en chair et en os. Donc, je ne veux pas regarder que c'est parce que tu es contraigné, parce que tu es stressé, parce que tu as une surcharge de travail. Et peut-être que ces comportements que tu vas me prendre, par exemple, donner du soin un peu plus vite, OK? Et qui va pas trop jaser avec moi. Et là, la personne ne va pas penser que c'est l'organisation du travail parce que vous êtes minuté, parce que vous en investissez. Non, les gens vont dire, Emmanuel sans cœur. Je n'aime pas cette Ouais. fille-là. Tu comprends? Parce que c'est plus facile, cette réaction. Mais c'est pas vrai. Mm. C'est qu'il y a un contexte très contraignant qui amène la personne à agir de cette manière. Et ce qu'on doit faire, c'est de changer les contextes pour que la personne puisse, par exemple, donner du soin d'une manière adéquate, qu'elle puisse enseigner d'une manière adéquate, pour qu'elle Ouais. puisse faire son travail d'une manière adéquate. Parce que ça aussi, ça a un effet dans la santé mentale des gens, c'est Mais d'avoir l'impression d'un travail mal fait. ouais, c'est Donc, ça. si je pense que je dois faire mon travail comme ça et que je ne suis pas capable, la personne non plus, elle ne veut pas regarder les contextes et les contraintes qu'elle vit. Elle vit ça comme un échec en disant, j'aurais dû faire ça, ah, je n'aurais pas dû parler avec la personne de cette manière. Tout le temps, les gens que je rencontre, que j'ai fait des entrevues, ils vont en avoir ces genres de sentiments de culpabilité Mm. pour quelque chose Qui n'a qui, pas vraiment le contrôle. non, ils n'ont pas le contrôle. Mais, Ils tu ne voient sais, pas comme ça. mettons, je prends un exemple général, des fois qu'on voit ou qu'on, tu sais, on est à l'hôpital, l'infirmière va nous parler bête ou la préposée parce qu'elle a comme 1 milliard d'autres choses à faire. Puis, tu sais, c'est dur parce que là, tu sais, la personne devant peut lui répondre, tu sais, tu peux me parler d'une autre façon, mais oui, mais, tu sais, il y a comme une, ah, il y a une roue qui tourne, on dirait, là. Il y a plusieurs facteurs dans cette interaction entre la personne de la santé et la personne qui va être soignée. Parce que nos bobos sont les bobos les plus importants au monde, hein. Et comme Hmm, on ne connaît pas la médecine, on ne connaît pas qu'est-ce qui se passe, on sait qu'on est malade, mais qu'est-ce que nous avons? Est-ce que c'est danger? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que mon enfant est gravement malade ou non? Donc, ça, c'est une question qui, pour nous, c'est quelque chose de hyper, hyper important. Sauf que la personne qui est là pour nous donner les soins, elle a vu ses bobos au moins 1 million de fois dans sa vie. Et elle sait ouais. que ça comporte aucun problème. Puis Et elle qui en a d'un vu niveau d'autres, de... puis tu sais, elle peut prioriser toi Ah, versus toutes les autres qu'elle a, là, tu sais.
qui ont, par exemple, quelque chose qui est hyper grave et qui va Ouais. avoir sa vie en santé en danger. Donc là, il y a ce tri qui est Mhm. fait. Pour nous, on comprend pas ça. Mm. Mais que la personne donc va avoir, mais elle va aussi avoir toutes ses contraintes à elle. Mm. Donc, il y a des gens qui sont minutés et qui un bain doit durer 45 minutes. Donc, cette contrainte de temps amène les gens, par exemple, à ne pas trop engager dans une conversation parce qu'elle dit, et plusieurs m'ont dit, si je parle beaucoup avec cette personne, je ne serais pas capable de donner des soins essentiels à une autre personne qui est à la fin de la file des personnes que je Ouais. dois soigner aujourd'hui. Donc, la personne, elle est aussi déchirée entre, oui, je sais que c'est important de parler avec cette personne et que peut-être c'est plus important que la pilule que je donne à elle, mais je peux pas prendre plus de temps parce que la charge que j'ai des patients à voir est trop importante. Et si je parle trop ici, il me manque du temps pour un traitement qui est beaucoup plus, qui est plus important ou qui est essentiel. Mm. Puis, tu sais, on parlait aussi là, du budget temps. Là, de plus en plus, on l'entend, ça, la comparaison entre le budget temps et le budget argent. Puis, tu sais, on le sait là, qu'on est surendetté point de vue budget argent, mais je me dis, on est en train de vivre ça aussi avec le budget temps. On est comme surendetté, mais c'est parce que, tu sais, mettons de l'argent, là, c'est une ressource qui peut être, qui peut revenir, qui peut être renouvelable, mais le temps, quand que la minute est passée, elle est passée pour toute la vie, là, elle reviendra jamais. Fait que comment qu'on peut justement mieux gérer ce budget de temps-là pour éviter la surcharge puis maximiser sa productivité, mais quand même en préservant notre bien-être là-dedans? Moi, je pense que la solution, elle est collective. Ouais, Nous devons tous se rendre compte que le temps est très important et que il faut absolument qu'on change notre culture envers les temps qu'on dépense. Je vais vous donner un exemple. Dans cette accélération du temps, euh, une des stratégies que les gens vont utiliser, c'est de faire du multitâche. ouais. C'est faire plusieurs tâches en même temps. Donc, je veux faire, donc je suis resté un peu plus de temps au travail. Donc, je coupe à la maison. Je veux faire partir une brassée de lavage. Je prépare le souper et je supervisionne les devoirs des enfants. Et moi, je pense que ça, est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'on est en train d'accorder du temps, des qualités à nos enfants? Et je ne pense pas qu'on est en train de faire. Et les résultats, c'est un résultat collectif qu'on va voir, qu'on va vivre tous ensemble quand les enfants vont grandir dans une génération plus future. Quels sont les problèmes que nous sommes en train aujourd'hui De de, créer. Ouais. de créer avec ce type de compression du temps et euh, je pense que ça n'a pas de sens et on ne serait pas capable de retourner en arrière pour corriger les travaux, les travails ou les choses pour réparer Puis, des pots cassés qu'on est en train de casser avec cette façon de manière, faire, là. Ouais. cette façon de faire, de gérer les temps et les gens qu'on aime. Mm. Mm. Puis, tu sais, aujourd'hui, les emplois, on a dit qu'ils étaient de plus en plus nombreux dans le secteur du service. Puis, c'était un peu ça aussi que vous parliez au début. Fait que notre temps est beaucoup consacré à des imprévus, des relations humaines. Il y a comme une espèce de décalage entre le travail prescrit et le travail réel. Oui. Les travails toujours, il existe toujours le travail prescrit, celui qui existe dans les normes, dans les règles, dans la description des tâches, Ouais, dans la convention collective. Et le travail réel tel qu'il est fait, euh, ça existe dans les travaux industriels, ça existe dans tout type de travail. Mais dans les services, il est particulièrement plus
intéressant, intense, parce que quand on pense au travail dans les services, euh, il y a une erreur que les gens font souvent, c'est d'utiliser euh, les stratégies, les méthodes de gestion qu'on a développées pour le monde industriel et on essaie de euh, mettre ça dans les services. Ça, c'est une grave erreur OK. parce que dans les services, les travails, ils possèdent des dimensions que les travaux industriels ne possédaient pas. Ou s'il existe, il est très limité. OK? Pourquoi? Parce que dans le travail de service, une grande partie dans les services, il y a l'interaction entre un travailleur, une travailleuse et les clients, les patients, un étudiant. Donc, les services, c'est pas quelque chose, un produit que je vais avoir ici. Et vous voyez, je suis en Ouais. train de produire ça. Non, les services, c'est une coproduction qui est faite entre les travailleurs, la travailleuse et les clients, les Mhm. patients, l'élève. C'est dans cette interaction que les services, il est construit. Il est en réalité co-construit. Ouais. Donc, si je dépends de l'autre, par exemple, je veux donner un bain à quelqu'un. OK? Si je suis en train de donner un bain à quelqu'un, un jeune, qui a eu un problème, un accident, il a plusieurs fractures, donc, mais il a tous ses moyens cognitifs. Donc, je peux parler à lui, je peux l'expliquer les choses et je peux avoir son aide aussi pour les bains. C'est fait. Mais si j'ai quelqu'un, par exemple, qui a Parkinson avec un peu de démence, déjà un peu avancé, 45 minutes. Ouais. Peut-être c'est le temps que j'ai besoin pour convaincre la personne de rentrer dans les bains. Et je ne peux pas prendre cette personne et jeter dans les bains parce que ce n'est pas moralement acceptable. Éthiquement, ce n'est pas acceptable. Et probablement, la personne va réagir Mm. avec violence. Donc, c'est pas faisable. Donc, Mais, dans le travail réel, avec une personne qui a tous ses moyens cognitifs, une autre qui n'en a pas, mon travail, il est différent. mhm. Et je dois négocier. Donc, ça me prend un temps différent. Je suis pas capable de standardiser le travail dans les services. C'est très difficile C'est vrai. parce que ça demande beaucoup de ce qui est l'interaction avec l'autre. Ouais, ça demande trop. J'ai des élèves. Un élève qui a des difficultés, OK? Et une autre qui n'a pas de difficultés. L'interaction n'est pas la même. L'attention qu'un élève demande, ce n'est pas ce que l'autre demande. Mais si je donne trop d'attention à un, l'autre ne va pas comprendre que les collègues ont un problème. Il Mm. va dire, mais pourquoi il donne moins? Donc, c'est un déchirement total tout le temps. Je suis toujours en train de co-construire ces services l'enseignement, la santé avec l'autre. Ouais, c'est ça. C'est C'est toujours en qui, mouvement, tu sais, c'est oui, pas statique. c'est très Ouais. dynamique. Ben, c'est Donc, ça. Ben, parce qu'on disait, tu sais, nous-mêmes, on n'est pas des robots pour travailler, mais non, c'est la même chose. Comme dans l'industriel, on travaille, exemple, avec un robot ou de quoi de statique, mais quand on est en service, en plus de nous pas être un robot, on travaille pas avec des robots non plus, tu sais. C'est dynamique. Fait que... j'espère qu'on va pas les traiter comme des robots parce que ça serait violent, éthiquement pas acceptable et probablement Mais la c'est un personne peu va perdre ça. ça. Mais c'est un peu ça Probablement qu'on la personne fait, tu sais. Mm. va perdre son emploi ou Ouais. elle fera des erreurs. Et là, les gens vont le taper dessus Mm. parce qu'il a fait une erreur. Et là, tu dis, mais pourquoi que cette erreur-là, il a existé? Pas Mm. parce que la personne est méchante nécessairement. Mm. Parfois, ils peuvent en avoir des préjugés, oui, mais vous savez, beaucoup d'erreurs qui sont faites parce que
il y avait un contexte qui était très défavorable, qui poussait la personne à, à une interaction qui n'était pas nécessairement l'interaction euh, convenable. OK? Puis, tantôt, on parlait, ça me faisait penser, tu sais, quand on parlait de la vie familiale en soirée, tu sais, on fait le repas, la brassée de lavage, les devoirs. Mais j'ai comme l'impression que pour plusieurs, ils se disent, ben, si je veux consacrer vraiment du temps de qualité, ça se répercute après sur l'argent, tu sais, ça voudrait peut-être impliquer qu'on travaille moins ou tu sais, le sentiment justement de dire, ben, on fait ça au détriment de quelque chose d'autre parce que si je passe plus de temps avec les enfants, le ménage se fait pas. Fait que, tu sais, il y a comme un cercle vicieux, on dirait, qui s'instaure, hein? En tout cas, c'était plus une constatation, mais Oui, c'est parce que la question, c'est aller voir à la source. Quelle est la source du problème? Donc, si je n'ai pas assez de temps pour faire du ménage, prendre soin de mes enfants, prendre le temps pour préparer à manger, des un, je pense qu'on peut prioriser des tâches. hmm, Mais de deux, c'est que euh, probablement on est déjà trop fatigué. c'est ça. On arrive à la maison déjà trop épuisé. Et qui on a besoin d'un certain répit. Donc, on essaie toujours de ménager le plus possible. Si on regarde les nombres d'heures travaillées, les nombres d'heures qu'on va dormir, Hmm, parce que les gens coupent aussi dans les heures de sommeil. hmm, OK? Donc, la moyenne pour les sommeils pour les Canadiens, c'est de 8 heures, quelques minutes par nuit. OK? Combien de personnes sont capables de dormir 8 heures et là, les gens vont dire, ah, mais non, mais la personne dépend de l'âge, bah. Oui, mais on est en train de parler déjà dans certaines moyennes où on prend en considération tout ça. Donc, oui, on peut dormir moins quand on est plus âgé, mais regarde là, la question n'est pas celle-là. La question, c'est combien d'heures vous êtes capable de dormir. Et si vous n'êtes pas en train de dormir 8 heures par jour, vous n'êtes pas en train de éliminer la détresse que vous avez obtenue pendant la journée. hmm. Et qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Parce que Ouais, ça aussi, c'est une question que je pose à tous les gens et parfois, c'est le travail. ouais. Parce que, tu J'ai, sais, il y en a pour qui ils vont pouvoir avoir la chance d'engager, mettons, une femme de ménage, mais pour d'autres, c'est impossible. Fait que, tu sais, il y non, a mais comme, là, là tu ajoutes un autre ingrédient important qui c'est une question de classe sociale. ouais. Il y a la classe sociale, il y a aussi les genres. OK? Hmm, Parce que il faut voir aussi dans le travail domestique, parce que c'est aussi un travail important, OK? Et qui est essentiel pour la reproduction humaine. Donc, nous avons besoin de ce travail domestique. Est-ce qu'il y a un partage hmm. Ouais. entre toutes les personnes Ben, qui on vivent dans parlait cette... de, c'est ça, on parlait de surcharge de travail au travail, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une surcharge de travail à la maison. Aussi, bien sûr, parce qu'il y a le Ouais. travail domestique. Une espèce de division du travail, comme on disait, ouais. Oui, oh oui. Et il y a des gens qui vont avoir des affaires très, 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 très sympathiques. Ah non, non, ici à la maison, nous sommes très, très, très... mon chum m'aide beaucoup. C'est très... je pose la question, mais comment c'est fait la division? Elle dit, ah, c'est... Moi, il s'occupe du garage, du sous-sol. Et moi, je me De occupe du dehors, reste. ouais, et moi dans OK? dedans, ouais. Et là, tu dis, Hmm, ça, c'est loin d'être 50%, 50%, vous comprenez? Ouais. Euh, je me rappelle aussi toujours d'un étudiant qui, après un cours sur les stress, il est venu me voir pour me dire, vous comprenez, Angelo, euh, vous venez parler de stress, tout ça. Ma mère, elle a dit qu'elle est très stressée. Mais ma mère ne travaille pas, elle est femme au foyer. Hmm. Oh, j'ai dit, mon Dieu, un de mes étudiants ne peut pas penser comme ça. Donc là, j'ai dit, il faut avoir, j'ai respiré, je fais un peu de travail émotionnel et j'ai dit à lui, tiens,
combien? Est-ce que vous avez des frères et des sœurs? Oh, j'ai 5 frères. Je dis, oh, c'est bien. Donc, vous êtes 6. Est-ce que votre père habite? Oh oui, oui. Mon père, ma mère, mes frères, moi, il y a un chien. J'ai dit, ça commence à avoir beaucoup de gens dans cette maison. Donc, vous comprenez que quand vous enlevez votre chemise sale dans la salle de bain, et qu'ils vous mettent dans les paniers, cette chemise, elle ne peut pas apparaître par magie Ouais. dans ton tiroir propre, repassé, plié. Il y a beaucoup de travail entre les paniers et votre tiroir dans votre garde-robe. Et là, vous devez multiplier ça par 6 parce Mm, qu'il y a votre père et vos 5 frères. mm, Et là, il était comme, j'ai dit, vous comprenez, il y a beaucoup, beaucoup de travail dans la charge que votre mère fait. mm. Mais tu Et sais, là, j'ai il y a... donné un autre point là. Ouais. J'ai arrivé à lui, j'ai dit, dis-moi une chose. Quelle était la dernière fois que vous avez dit à votre mère, Maman, les soupers étaient délicieux. Et là, il était comme, j'ai dit, vous comprenez, ça c'est de la reconnaissance. Mm. On vient de parler des reconnaissances et les stress. Ça, c'est une manière de faire la reconnaissance. Vous êtes en train de porter un jugement sur la qualité du repas que votre mère a fait. C'est Et comme vous si avez on est... apprécié. Mais c'est ça. Puis c'est comme si on était surchargé de partout, tu sais. Parce que, tu sais, on recule de v'là vraiment plusieurs années. Il y en a, justement, la femme s'occupait de la maison, mais c'est un travail en soi de s'occuper d'une famille, tu sais. Puis là, en plus, ces papas-là, ces mamans-là travaillent. Fait que, tu sais, c'est vrai que ça crée une surcharge un peu partout, là. Oui, mais ce n'est pas parce que le moment de travail, la surcharge, elle apparaît parce que les demandes du Ouais, travail dépassent dépasse. l'entendement Mm, et que la division du travail à la maison n'est pas équitable. mm, mm. Avec la pandémie, c'est amélioré, mais c'était encore loin d'être 50%, 50%. Les gens disent, ah ben, la génération a changé, les générations travaillent. Tant mieux, c'est vrai, mais c'est encore loin d'être 50%, 50%. Donc, on est en train de regarder cette division du travail domestique, elle est aussi importante. Donc, Mhm. mais le travail à l'extérieur, il est aussi important. Mm. Il est aussi important parce que dans l'histoire, si on prend l'histoire, dans les années 60, un salaire était suffisant pour faire vivre une famille. Ouais, Aujourd'hui, quand les femmes vont travailler, c'est parce que c'est nécessaire nécessaire. les 2 salaires pour faire fonctionner une maison. Effectivement. Bon, Puis, il y a là un problème à réfléchir. ouais, Comment ça se fait? Vous comprenez ouais. qu'aujourd'hui, Il y a notre un autre pouvoir d'achat, décalage. ah, Ah oui. non. Donc, c'est des questions des inégalités et Ouais, on voit de plus en plus les inégalités augmenter dans les ouais. pays, même dans les pays développés comme ici, le Canada, au Québec. Mm. Je me rappelle très bien que quand je suis arrivé ici, je ne voyais pas autant de gens qui étaient dans la rue. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a des gens même qui vont habiter dehors. Donc, Ouais. vous comprenez, ces gens des inégalités qui sont en train de se produire. Et si collectivement, on ne prend pas conscience, ne pense pas que ça va pas nous toucher, ça va nous toucher. Tous. Mm, mm, mm. Puis, si Donc, je reviens aussi à l'importance, tu sais, l'importance de ne pas juger l'autre en fonction de de leur capacité à gérer la charge de travail, tu sais, parce que dans certaines situations, euh, tu sais, il peut y avoir, tu sais, un dit à l'autre, tu sais, comment ça se fait que ça te prend plus de temps ou, tu sais, si ça te prend plus de temps, ça nuit au reste de l'équipe. Fait que, tu sais, il peut quand même y avoir une dimension, tu sais, je me soucie de toute l'équipe, puis ça peut avoir un impact collectif, mais
sais, en même temps, ça vient brimer l'autre de dire ça, là. Fait que, tu sais, comment qu'on comment qu'on navigue là-dedans? Il y a plusieurs problèmes dans ce que vous êtes en train de me dire. Il y a un problème de manque de respect des différences individuelles. Nous sommes tous différents. Hmm. Nous avons une capacité de travail qui est différente, nous avons une capacité de synthèse qui est différente, nous avons une capacité qui est unique à nous. Et là, on essaie de faire ça par la moyenne. Donc, j'impose que tout le monde doit travailler et faire 15 dossiers. Hmm. Et il y a un très bon dialogue du Platon qui dit que je peux mettre ma main gauche dans un bassin avec la glace. Je peux mettre ma main droite dans un bassin avec l'eau chaude, bruyante. En moyenne, ma température est agréable. Mais dans Hmm. la vraie vie, là, je viens de manquer mes deux mains. Ouais. Donc, oui, il va y en avoir des gens qui sont capables de faire 20 dossiers et d'autres qui vont faire 15. Mais peut-être que celui qui fait 15, la qualité est meilleure. Peut-être celui qui fait 15 a des compétences que celui qui fait 20 n'a pas. Et qu'on peut imaginer que on peut faire des transférences entre les deux. Donc, il faut, d'une certaine manière, avoir la conscience que nous sommes tous différents et qu'on va travailler différemment et qu'il n'y a pas juste une manière de le faire. Ça, c'est une philosophie de gestion qui est complètement aberrante, qui a été créée à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et les gens pensent toujours, the one best way, dans la manière correcte, c'est juste une manière de le faire, et c'est cette manière de le faire. Non, il y en a des milliers de manières de le faire. Chaque personne, avec sa personnalité, avec sa subjectivité, son identité, tout va faire que la personne, ses compétences, tout, l'âge, les sexes, si j'ai bien dormi la nuit, si j'ai mal Hmm. dormi la nuit. Donc, il y en a une quantité énorme de variables qui rentrent pour arriver à la performance de l'individu. Parfois, les gens essayent de faire des calculs de ci, de ça, mais font fi de beaucoup, beaucoup de variables qu'ils ne sont pas capables de contrôler. Donc, s'ils ne sont pas capables de contrôler, ah, ça n'existait pas. Je ne peux pas mettre dans les statistiques. Donc, ce n'est pas possible. Mais ce sont, ce sont les variables du travail réel, OK? Et de Mais, l'individu réel. Parce ouais, qu'il faut penser que nous sommes des individus réels. Ce n'est pas un type idéal qui existe et qui, il existe juste dans la théorie. Dans la vraie vie, ça a beaucoup de variances. C'est impossible. Donc, les gens qui sont en train d'utiliser ce genre d'argument sont, méconnaissent c'est quoi la nature humaine, ont une conception de l'être humain très, très limitée qui va, d'une certaine manière, catalyser beaucoup, beaucoup de conflits et mettre les gens en compétition. Ce qui est la dernière chose ouais. qu'on veut, parce qu'il faut avoir une consolidation de Une l'équipe. cohésion Il faut d'équipe, qu'il y ait ouais. cohésion. Mais, tu sais, Si on n'a comment, pas, si tu on sais, n'a pas de cohésion d'équipe, ouais. on n'arrive jamais à la performance. Non, c'est vrai. Mais, tu sais, mettons que la personne a dit, ben, tu sais, oui, mais l'équipe, justement, tu sais, parce que ça crée une frustration pour l'équipe, donc il n'y aura pas, tu sais, mettons que la vision est dans l'autre sens, c'est la frustration que ça crée parce que l'autre, ça a pris trop de temps, il n'y aura pas de cohésion d'équipe parce que ça va impacter toute l'équipe. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est Non, quoi les... non. C'est-à-dire que la personne qui est en train de gérer et utiliser cet argument, malheureusement, n'a pas les compétences pour comprendre c'est quoi l'être humain et il est en train de mettre la faute sur le dos de la personne. La personne qui fait moins vite le travail, ce n'est pas nécessairement celle qui fait les travaux les pires. Peut-être qu'elle fait les travaux parce qu'elle a un sens aigu de la perfection et qu'elle veut faire les choses les plus parfaites possibles et que vous êtes en train de pousser la personne à faire un travail mal fait. Vous voyez, donc, je peux vous donner des exemples qui vont contrecarrer tous ces genres de conceptions. Et si je mets les gens en compétition en disant, lui, il n'est pas en train de faire le travail, vous n'avez pas vos bonus
parce que lui traîne la patte. C'est là le problème. Parce que là, je suis en train de diviser les Ouais. groupes avec ce genre de philosophie. Quand moi, je veux que les gens comprennent que chacun a sa façon de fonctionner et qu'ensemble, on peut, et peut-être que moi, c'est juste ce soutien et je suis cette manière de fonctionner ensemble et que la personne qui peut-être elle est plus, elle travaille moins vite, elle va vous dire, bon, mais comment est-ce que vous êtes capable de faire ça? Et là, je peux faire un transfert avec elle, mais pour faire ces transferts, j'ai besoin d'avoir du temps et la possibilité d'échanger avec mes collègues. Est-ce que j'ai ce temps aujourd'hui? Je doute. Chaque personne essaie de sauver sa peau. Hmm. Il essaie de mettre une stratégie pour régler ses problèmes. Et quand il y a un problème, c'est lui qui tient la patte. C'est individualiser les problèmes. Ils comprennent pas que c'est pas lui les problèmes. Les problèmes, c'est comment tout ce travail il est géré et organisé, qui donne ces résultats, qui ne fait pas mon affaire, mais qui ne fait pas l'affaire non plus de l'autre personne que je suis en train de pointer. Donc, l'astuce serait peut-être plutôt de se mettre un moment de discussion tout le monde ensemble pour réaligner les attentes ou le rythme de Les gens, travail ou, tu sais, que les gens puissent avoir du temps ouais. pour échanger, pour parler. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que les gens prennent comme étant du flanage, les gens sont pas en train de travailler. Non, quand les gens sont en train de jaser sur quelque chose, c'est vrai, ils peuvent jaser sur sa fin de semaine. Mais quand je suis en train de jaser sur ma fin de semaine, je suis aussi en train de créer des liens Hmm. avec mes collègues. Je suis en train de créer des liens de confiance avec mes collègues. Et entre mon fin de semaine et les bugs que je suis en train de vivre ici dans mon ordinateur, la personne va me dire, oh, moi, je vivais ça aussi, c'était horrible, hein. Mais tu sais, les techniciens m'ont dit, faites F5, tu vas voir, ça règle les problèmes. Ça se glisse. Ouais. Ça, il n'y a pas de statistique. Il n'y a Hmm. pas de contrôle. Ça, c'est la vie. Hmm. Et c'est cette vie-là qu'on est en train de détruire en faisant cette compartimentalisation, cette individualisation au bout de ce qu'on peut imaginer. Et Mhm. on est en train de perdre tout cet échange qui a un impact dans la performance du travail. Donc, on n'est pas, c'est pas une gestion, c'est faux. Cette gestion, elle vise la performance. Ouais, Non, c'est ça. elle est, Même elle est si c'est comme fait sous le couvert de oui, mais pour le bien de l'équipe, c'est en train de nuire, mais au contraire, c'est ça, c'est sous le couvert de la performance, effectivement. cette performance, malheureusement, c'est ce genre de paradoxe que nous avons. Les gens parlent de la performance. Ils Mm, vont utiliser aussi des bons mots, hein, parce que ça, c'est une question de cette psychologie positive que les gens vont mettre mm, l'emphase sur le bien-être, sur la performance, la flexibilité. Mais tous ces beaux mots-là ont d'autres dimensions qui ne sont pas nécessairement si positif que ça. Et comme on voit juste les côtés positifs, on ne voit pas tout ce qui est négatif, qui est en train de nuire d'une mhm, manière très, très importante et on n'est pas en train de les prévenir non plus. mm, mm. Donc, oui, la performance, mais euh, Puis il y a une limite. c'est ça. Parce qu'après ça, la performance, elle tombe une autre fois. Donc, il faut vraiment changer la façon dont on, on est en train de comprendre ou concevoir la performance pour bien comprendre que si l'être humain n'est pas respecté, s'il ne peut pas être créatif, Ouais, s'il ne peut pas être autonome, s'il ne peut pas avoir une vie équilibrée, il ne peut pas être performant. Il ne sera pas performant. c'est ça. Parce que, tu sais, même si on dit ça ralentit, ben, tu sais, cet espace-là qu'on a pu
pour la performance, on est moins créatif, tu sais. Mais c'est comme si, parce qu'il peut y avoir quand même des valeurs puis des personnalités différentes, là, tu sais, qu'il y en a qui disent, ben oui, mais j'ai à cœur justement telle valeur, tu sais, de bien-être, de vie genre flexibilité, vie de famille, comme on dit, mais tu sais, que on dirait que les comportements suivent pas ce qu'ils disent en termes de valeur, tu sais, qu'on voit que c'est beaucoup plus sur l'image, la performance, l'atteinte des objectifs, puis que t'en as d'autres qui ancrent vraiment le côté, tu sais, qu'ils sont rendus à un point différent dans leur vie. Fait que, tu sais, comment qu'on arrime ça quand que une dit, ouais, oui, moi aussi, tu sais, ça fait partie de mes valeurs, mais clairement, c'est pas dans les comportements, ça se reflète comme pas vraiment. Comment qu'on arrime ça ensemble? Il y a deux points importants. Le premier point, c'est que ce qui compte, c'est le comportement. Ce n'est pas ce qu'on dit. Hmm, Si je dis que je suis très, très démocratique, mais mon comportement est autocratique, les gens vont agir et réagir avec moi comme étant autocratique. hmm. Je peux dire tous les beaux mots du monde, Ouais. les gens ne vont pas agir avec moi de cette manière-là parce que c'est mes comportements qui vont dicter comment je vais agir et réagir avec l'autre. Et l'autre point, c'est que ce qui est essentiel, à mon avis, c'est le respect. Hmm, Et je dis, s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de gestion. Je suis désolé. Les respects des différences, les respects que l'autre pense différemment de moi, les respects que l'autre a une culture qui est différente de la mienne, qui ont des valeurs différentes des miennes. OK? Donc, je dois respecter c- ces valeurs, ces comportements. Donc, je dois avoir ces respects-là pour être respecté parce que moi aussi, j'ai ma culture, j'ai ma façon de fonctionner, j'ai mes valeurs et je veux aussi être respecté par là. mhm. Bien sûr, nous sommes en train de parler aussi ici de certaines conditions qui sont des conditions qui sont acceptables, hein. Parce que sinon, les gens vont dire, et moi, je suis raciste, par exemple, et je Ouais. veux... Donc, les gens doivent me respecter parce que je pense d'une manière raciste. Je ne suis pas, je suis incapable. C'est pas du tout, du tout, du tout. Ça, c'est pas acceptable. Socialement, ce n'est pas acceptable. Et dans l'organisation, surtout pas. Hmm, Donc, je suis en train de dire de, des attitudes, des valeurs que nous pouvons en avoir différentes, mais pas des valeurs de discrimination, des racismes, des sexismes, de toutes sortes euh, de, de ce parce que, type de comportements qui ne sont pas éthiques ou qui ne ouais, sont c'est pas ça. moralement acceptables. Ouais. Mais tu sais, quand on fait un exercice de valeur, tu sais, on peut quand même en énumérer plusieurs, mais justement, si le comportement ne suit pas ce qu'on dit réellement, tu sais, ah, voici les valeurs de l'organisation, mais quand tu vois, tu dis, ah, ben, ah, OK, tu sais, ça ressemble à mes valeurs aussi, mais que tu le vois que concrètement, c'est beaucoup plus dans, tu sais, il faut parce qu'on a telle chose à respecter, tu sais, tel défi financier, tel ci, tel ça. Tu sais, c'est là que tu vois qu'il y a comme un clash entre les valeurs qui sont supposées d'être, puis ce qui est vraiment réel, tu sais. Cette clash, il peut exister et pour la personne qui le vit, sont pas agréables. Parce que je peux penser que on doit, par exemple, être, euh, quel exemple que je peux vous donner? Euh, je pense que je dois, par exemple, avoir un bon équilibre. Mes employés doivent avoir un bon équilibre entre vie familiale et le travail. Et moi aussi. Donc, moi, j'ai... Mais concrètement, je suis en train de surcharger. Je ne donne pas des conditions de flexibilité des horaires et euh, mes employés ne peuvent pas, malgré l'effet que moi, je suis en train qu'ils doivent le faire.
J'ai même créé des politiques, mais que les gens ne vont pas les respecter Mm, parce qu'ils savent que si ils vont respecter cette politique, ils vont pas avoir de promotion, par exemple. mm. Donc, concrètement, cette politique, elle existe Elle juste paraît pour, bien. Mm, ça paraît bien, mais elle n'a pas du tout, dans la vraie vie, dans la pratique, elle n'est pas mise en, donc, la personne qui vit, peut-être, c'est la conscience qu'elle vit ces deux mondes différents, elle peut avoir une dissonance mm, émotionnelle, mm. cognitive, qui va lui faire euh, du mal, OK? Ouais. En termes pour sa santé mentale. Euh, mais ça, c'est un point. Donc, la personne qui dit faites ça, mais qui ne vous laisse pas faire A, ou va venir, ah, mais vous savez, nous avons ci, nous avons ça, il faut faire ça, c'est pour le bien de l'organisation, c'est... Non, vous ne comprenez pas. En agissant de cette manière, on n'est pas capable d'être productif. Donc, pour l'organisation, ça ne serait jamais bon. Mm, OK? C'est différent parfois. Il y a des gens qui fonctionnent, qui fait tout le monde travailler en urgence. ouais. OK? C'est du rabouchement. Mais comment ça se fait? Tu n'as pas planifié les choses minimalement? Donc, on peut dire à la personne, il faut planifier les choses. OK? Euh, est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Et quand ça arrive, et c'est une exception, tout le monde, parce que si on est respecté tout le temps, les moments où il arrive quelque chose qui est euh, exceptionnel, c'est Ouais. l'exception, OK? On va tous nous mettre ensemble pour relever ces défis-là, OK? Mm. Mais si c'est aux gens et aux gens, aux gens, et tout le temps et aux gens, aux gens, aux gens, à un moment donné, l'urgence, c'est le normal. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme si les temps de ressourcement puis de pause qu'on se serait mis, tu sais, quand on parlait tantôt de la surcharge, puis tu sais, qu'on avait comme le temps prescrit versus le temps réel de travail, ben tu sais, techniquement, il faudrait quasiment s'en prévoir des espèces de buffers puis des moments d'accueil de cet imprévu-là. Mais puisqu'on est surchargé, on s'en met pas parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on empiète sur les autres buffers qui sont là, les pauses. Et il y a un gestionnaire qui a dit, et je trouvais ça fantastique, elle a dit, si je veux avoir de la flexibilité, quand j'embauche une personne, je dois embaucher une et demie. Ouais, c'est ça. Parce que je dois prévoir que la personne peut-être va être malade un jour. La personne va aller aux toilettes. La personne doit prendre ses pauses. Mm. Donc, je ne peux pas penser une charge de travail intense pour une personne. J'ai toujours calculé un petit coussin Mm. pour que tout le monde puisse avoir tous les imprévus qui peuvent exister dans une journée de travail. Ben, j'ai déjà vu dans un milieu de travail où est-ce qu'il y avait quantifié les tâches. Tu sais, elles avaient toutes listé. Il y avait dit, cette tâche-là prend tant de temps, cette tâche-là prend tant de temps, cette tâche-là prend tant de temps. Fait que la somme donne, mettons, 35, 40 heures, peu importe. Donc, techniquement, tu es supposé tout faire. OK, mais tu sais, tu n'as pas calculé si je me fais interrompre par telle raison, s'il y a telle urgence de telle X raison à gérer. Tu sais, les dîners ou soupers, ça avait été pris en compte, mais même à ça, il y a tellement d'interactions humaines dans ce domaine-là que c'était Et, clairement un modèle qui démontrait que tu étais en surcharge parce qu'il n'avait pas calculé cette variable-là. Tu sais. Parce que effectivement, si ton nombre d'heures de travail te donne un calcul de 35, puis que tu as 35 heures de travail, faudrait, tu sais, faudrait que tu ailles juste 20 heures de tâches pour pouvoir accueillir le reste. Je sais pas. parce qu'il faut, il y a deux points là-dedans. C'est c'est combien de travail rentre dans une journée de travail. Hmm.
dans les temps. OK? Ça, c'est un point. Et qu'est-ce qu'on fait depuis les années 90 d'une manière beaucoup plus intense? C'est d'essayer de faire que tous les travails deviennent temps de travail, que la personne qui soit au bureau ou dans l'usine ou dans un hôpital, peu importe, qui tout le temps qu'elle est là, elle est en train de travailler, 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 travailler. OK? Mais c'est pas possible parce que l'être humain, il a besoin de temps pour se ressourcer. Donc, je suis pas capable de travailler, même si j'ai une grande capacité de rester assis. Il y a un moment donné que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Donc, c'est humain. OK? Donc, il y a cette question de combien de travail rentre dans la journée. Mais ce que vous avez de cette division du temps, cette division du temps, elle est complètement arbitraire. Ouais, Parce que comme je vous robotique, ai là. dit, Mm, donner un bain 45 minutes, ça c'est ça. dépend pour une personne avec toutes ses besoins, euh, ressources cognitives, ce serait correct. Mais pour une personne qui n'a pas, qui a un problème de santé mentale, ça ne serait pas correct. Mm, Donc, il y a une variabilité humaine. Et dans les services, cette variabilité, elle est multipliée par deux. C'est mm. l'individu avec l'autre L'autre, ouais. à qui il donne les services. Donc, c'est trop de variabilité Ouais. pour arriver avec ces genres de euh, Ben tableau ouais. Excel Ouais. qui va dire tant de minutes, tant de minutes, tant de minutes. J'ai Ouais. dit, à chaque fois que vous regardez ces beaux tableaux Excel et que vous prenez une décision, vous devez être très conscient qu'il y a au bout de cette prise de décision un être humain. L'être humain, il peut être un employé, il peut être un patient, il peut être un client qui va subir les conséquences de ces chiffres que vous en avez calculés tellement bien, mais tellement distants de la réalité. Mm, mm, Donc, il ne pourrait jamais refléter la réalité parce que entre votre bureau, votre tableau Excel et la réalité des gens qui est en train de changer une couche dans l'hôpital ou dans un CHSLD, il y a une distance énorme. Le décalage est immense. Et je suis en train d'imposer des situations parfois qui sont moralement, éthiquement inacceptables, autant pour la personne qui fait le travail, les préposés, pour la personne âgée qui doit avoir sa couche changée, ou qui n'aura pas sa couche changée pendant beaucoup de temps parce que l'autre personne était ouais. dans une autre tâche C'est ça. que les tableaux Excel avaient juste mal Pas. calculé. Euh, Mais je prends comme une pause, là, puis on réajustera ça au montage. Je suis en train de me dire, parce que là, je vois l'heure, puis que, tu sais, clairement qu'on s'est emporté dans notre discussion. Je me disais, si jamais je propose à mes collègues qu'on coupe cette émission-là en deux, qu'on en publie une partie en février puis une partie en mars, est-ce que ça vous conviendrait? Oh oui, pour moi, j'ai OK, aucun problème. Vous pouvez, c'est à vous, là. OK, C'est bien parfait. correct. Parce que c'est ça, j'ai comme d'habitude, je m'étale à comme des fois 1 heure, mais là, je vois vraiment que c'est plus long que ça. Fait que je me dis, on est peut-être mieux de couper en deux. Euh, Puis là, ben, c'est ça, je me disais, je m'apprêterais peut-être à vous poser une dernière question, là, du genre pour boucler la boucle, pour synthétiser les points essentiels de. Puis, tu sais, je me dis, ce bout-là, je pourrais le prendre pour l'autre portion, puis on va essayer de trouver une façon de faire une transition quand on va couper la première fois pour pas que ça coupe d'une drôle de manière, là, mais en tout cas. Fait que, fin de la parenthèse, on va recommencer pour ma question finale. Donc, C'est très bien. pour boucler la boucle puis synthétiser tous les points essentiels qu'on vient de discuter ensemble, si je reprends justement le titre du podcast qu'on avait fait au départ le mois passé, est-ce que se ressourcer au travail, c'est mission possible selon vous? Euh, oui, rester ressourcé au travail, c'est une mission possible, mais ce n'est pas une mission individuelle.
Mhm. C'est une mission collective. C'est ensemble qu'on va être capable de changer cette organisation du travail, changer ces méthodes de gestion, cette philosophie de gestion. C'est ensemble qu'on va démontrer que il y a d'autres manières de faire le travail qui va être mieux fait dans d'autres conditions, qui va être positif autant pour les gens qui le font comme pour les gens qui vont recevoir les soins, les services, l'enseignement. Donc, c'est, c'est ensemble qu'on va être capable de agir sur cette réalité et démontrer que n'a pas de sens ce qu'ils sont en train de nous demander. Et ça n'a Mhm. pas de sens, pas juste pour les individus, pour les organisations aussi. Et elles doivent comprendre qu'ils sont en train de perdre beaucoup, beaucoup d'argent pour des questions qu'ils sont même pas capables, ils sont même pas en train de mesurer. Mm. Donc, on évite de la pénurie de la main-d'œuvre. Ils doivent comprendre que c'est les résultats de toutes ces politiques qu'ils font depuis les années 90. Si Puis, vous voulez changer cette réalité, si vous voulez combattre la pénurie de la main-d'œuvre, changez l'organisation du travail, changez vos mm. méthodes de gestion. Et là, vous allez en avoir beaucoup de gens qui vont vouloir travailler pour votre organisation. Et ça existe des organisations comme ça ici au Québec, un peu partout dans le monde. OK? Donc, c'est possible, mais il faut faire autrement. Puis en apportant justement ces changements-là, j'ai comme l'impression aussi que ça aura un impact sur tout. Tu sais, on a quand même abordé le côté de la vie personnelle aussi, là. Donc, j'ai comme l'impression qu'en faisant ça, ça aurait une belle influence sur tout le reste, pas juste pour le travail, tu sais, mais pour toute la vie en général. Bien sûr, parce que l'être humain, ce qui est aussi, les gens à tort de penser que on peut se déchirer. Donc, on rentre au travail et la vie familiale, la vie hors travail, ça Ouais. n'existe plus. Non, il est contraire et aussi vrai. Quand je Mhm. suis épuisé du travail, j'arrive j'ai beaucoup plus, moins de temps pour jouer avec mes enfants. Ouais. Vous savez, j'ai interviewé une fois un enfant. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé parce que il avait un problème des horaires de travail et il y avait beaucoup de... Les travailleurs n'avaient pas beaucoup de temps à la maison pour des questions de sous-charge de travail, des horaires de travail complètement indécents. Et j'ai interviewé les enfants pour savoir comment les enfants percevaient les travails de leurs parents. Donc, je posais la question à cet enfant de 7 ans qui, j'ai dit, si vous trouvez la lampe avec les génies de la lampe et vous avez un souhait, qu'est-ce que vous allez demander pour les génies de la lampe? Il m'a dit, je vais demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et moi, j'ai dit, ben, un enfant de 7 ans, qu'est-ce qu'il va faire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent? Il dit, ouais, oui, mais pourquoi que vous voulez, pourquoi tu veux autant d'argent comme ça? Et il me regarde et dit, pour que mon père puisse rester plus de temps à la maison et jouer avec moi. Ah. Et est-ce que nous sommes en train de faire des bons Mm. choix? Mm. Mm. Vous voyez, la personne, elle a besoin du travail, elle a besoin de son salaire, mais est-ce que ces horaires de travail sont possibles? Est-ce qu'ils Mm. sont, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Je suis certain qu'on peut faire autrement, mais il faut, d'une certaine manière, comprendre que ces horaires que nous sommes en train d'imposer ont un impact énorme dans la vie de la personne au travail, hors travail, parce que tout ça est ensemble. Ouais, c'est Il est relié. individu. Je suis un travailleur, je suis une travailleuse, mais je suis aussi un père, une mère, un conjoint, une conjointe. J'ai d'autres personnes dans ma vie. Donc, tout ça est interlié. Je ne suis pas, je peux pas me déchirer. Mm, mm, Donc, il va avoir un impact si je change ma façon de travailler, si j'ai plus de temps, c'est des horaires de travail plus convenables
humain même, vous pouvez imaginer qu'il va en avoir des conséquences aussi hors travail. Peut-être Mhm, que cette petite enfant de 7 ans, il allait dire, oups, mon père arrive, il joue avec moi tous les jours. Et c'est super le fun. Vous voyez? mhm. Il aurait demandé d'autres choses pour les génies de la lampe, pas beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai. Ben, merci beaucoup. C'est un mot de la fin quand même assez significatif. Mais merci beaucoup, en tout cas, de tout le temps qu'on a pris ensemble là, pour ces épisodes. Ça a été vraiment très, très, très enrichissant. Ça fait grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Parce que si vous faites ce travail, il est très important pour que les gens puissent avoir à réfléchir, à penser à propos de la santé mentale. Et je trouve ça extrêmement important. Mm, Donc, merci beaucoup aussi pour tout ce travail que vous merci. faites. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!